Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Baptiste Ledin, psychiatre à Brest, et j'ai le plaisir de vous présenter l'Open Dialogue cet après-midi avec Saphir Devigne, qui nous vient de Marseille. Je suis très content qu'elle soit là parce qu'à Marseille, il y a déjà une petite expérience solide et un désir d'implanter l'Open Dialogue sur le territoire. Ce qui n'est pas encore le cas à Brest. Donc, elle va pouvoir nous partager sa vision. Et voilà. Donc, je lui laisse la parole et puis on aura l'occasion d'échanger avec vous sur toute question à la fin de la présentation. Ok, merci Baptiste. Donc oui, moi c'est Saphir Devigne, je suis ingénieure de santé publique. Je coordonne des projets de recherche et des projets de restructuration hospitalière, et notamment autour de l'Open Dialogue à Marseille, et je suis originaire de Concarneau. Donc c'est un plaisir d'être ici pour moi. Alors, juste besoin de voir. Ok. Donc, on va vous présenter l'Open Dialogue. C'est un modèle de soins qui s'est déployé et qui continue de se déployer dans un contexte de psychiatrie en crise que vous devez être nombreuses et nombreux à connaître. Mais aujourd'hui, avec Baptiste Ledin, on vous invite à envisager un nouveau paradigme, une vision selon laquelle le futur de la psychiatrie sera axé sur le social. L'Open Dialogue incarne bien cette idée parce qu'il place l'individu au centre de son accompagnement en reconnaissant l'importance fondamentale de son réseau social sur son rétablissement. En d'autres termes, l'Open Dialogue ne se limite pas à traiter les symptômes d'une pathologie psychiatrique, mais il intègre dans les soins les relations, les interactions et les liens qui façonnent nos existences. Pardon. Donc, dans les pays du Nord, les taux d'invalidité et de dépendance restent élevés pour les personnes qui vivent avec une schizophrénie. Donc, selon certains chercheurs, c'est le signe qu'il manque quelque chose dans ce que nous proposons aux personnes. Une méta-analyse, d'ailleurs, suggère que dans le cas de la schizophrénie, les interventions qu'on appelle sociales, donc comme les thérapies familiales ou les actions communautaires, peuvent réduire les hospitalisations de 20% et les rechutes de 45%. D'autres chercheurs ont mené une étude assez large qui a pu démontrer que les taux de rémission clinique étaient plus élevés dans les pays du Sud, ce qui peut paraître surprenant parce que les personnes là-bas ont moins accès à un système de santé publique, comme ici. Donc mais le principal facteur qu'ils ont pu identifier, c'est que les personnes là-bas sont moins marginalisées et qu'elles restent plus dans la communauté. Donc c'est par rapport à ces différents aspects qu'on vous présente l'Open Dialogue aujourd'hui dans le contexte de la précarité. Là, je vais revenir un petit peu sur les origines de l'Open Dialogue. Donc les racines, on les retrouve à partir des années 60 en Finlande. À l'époque, on est dans un contexte où les politiques publiques veulent sortir les personnes de l'institution. Donc il y a un gros virage ambulatoire qui s'opère avec de nombreux lits qui sont fermés, mais des choses qui sont mises en place à la place des lits. Un programme national du coup est lancé pour identifier les facteurs, disons un peu de réussite pour traiter, accompagner les personnes qui vivent une schizophrénie. Et donc 4 facteurs clés sont identifiés. Le fait d'intervenir rapidement, l'attitude thérapeutique, donc ça veut dire vraiment de réinjecter de la psychothérapie dans les soins psychiatriques, qu'on a un peu oublié ces dernières décennies, qu'on est très sur la médicamentation, Mais voilà, donc c'est garder en tête que pour que les personnes elles se rétablissent, il faut un processus thérapeutique. C'est aussi de pouvoir répondre aux personnes, aux besoins des personnes qui sont changeants, qui sont spécifiques, donc pouvoir y répondre sur mesure avec une offre thérapeutique variée, et du coup de coordonner également les différentes méthodes thérapeutiques. L'Open Dialogue, c'est
une approche de soins intégrés, donc qui va vraiment coordonner à la fois les différentes offres que nous, on propose dans le service, mais également ce qui vient de l'extérieur. Ces facteurs, ils ont abouti à un premier modèle qui s'appelait le Need Adapted Treatment Model, qui a été développé par le psychiatre Alanen, toujours en Finlande, avec une grosse influence de la thérapie familiale, parce que là-bas, ils pratiquent beaucoup. Et c'est à partir de 1984 donc, qu'il y a eu les premières réunions thérapeutiques selon le modèle NATM, organisées dans les hôpitaux, et donc qui ont remplacé les séances de thérapie familiale, mais quand même avec des évolutions majeures, parce que les praticiens systémiques, en fait, ils ont fait le constat, ils faisaient le constat qu'ils avaient du mal à engager les familles dans le processus de soins. Et c'est vrai que les thérapies familiales, l'objectif, c'est de changer la famille. Donc, évidemment, ça fait qu'on la juge. Et donc, on peut comprendre que les personnes n'ont pas envie de venir, ou en tout cas de revenir. Donc, ils ont changé radicalement de posture, dans l'idée juste d'être avec les familles, d'être avec l'entourage de la personne, et de les prendre comme ils sont, sans chercher à les transformer. Une autre évolution majeure, c'est qu'ils se sont inspirés des équipes réflexives qui ont été développées par un psychiatre d'orientation psychosociale, le docteur Tom Anderson, et donc qui s'est basé lui aussi sur les... c'est une évolution des thérapies familiales, où je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, mais du coup, historiquement, il y a les thérapeutes qui sont derrière une glace sans teint, qui échangent sans être entendus par le réseau, qui après font une synthèse. Et donc là, les équipes réflexives, en fait, elles sont dans la même pièce que la personne et son entourage, et elles échangent devant les personnes, ce qui leur permet de bénéficier de l'ensemble du processus réflexif, de l'ensemble du processus clinique, et du coup, voilà, de pouvoir avoir des échanges plus fluides avec les personnes et plus horizontaux. Et enfin, la dernière évolution majeure, disons, c'est la mobilité. À partir des années 90, ils ont lancé leurs premières équipes mobiles et pour intervenir dans la communauté, dans la cité. L'Open Dialogue, c'est une évolution de ce modèle avec 7 principes que va vous présenter Baptiste, mais dont je peux vous dire un petit mot avant ça. Sont 7 principes qui impliquent un changement sur 2 niveaux différents, et ça, c'est important de le retenir, parce que l'Open Dialogue, voilà, on le dit, ça implique une réorganisation des services et une façon d'être en relation. Oui, donc ces 7 principes, on peut les diviser en 2 catégories. Les 5 premiers sont, on va dire, de l'organisation pure des services, même s'ils ont aussi des aspects psychothérapeutiques. Et puis les 2 derniers sont plus liés vraiment à la psychothérapie, et c'est plutôt une façon d'être au monde, une façon d'être en relation. Je vais vous décliner ces principes à travers concrètement qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est un service qui est né d'abord pour répondre aux crises psychiques, notamment les crises psychotiques, mais qui a été étendu après à tous les moments et toutes les pathologies psychiatriques. Et donc le premier principe, c'est l'aide immédiate, c'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone, on appelle, et dans les 24 heures, si possible, et la plupart du temps, on va organiser une rencontre. Cette rencontre, elle se fait avec la présence du réseau social, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne qui appelle qui est concernée, qui devrait être là, et donc on va inviter les personnes qui comptent pour la personne en crise à se joindre à cette séance. La flexibilité et la mobilité, donc le troisième principe, implique qu'on va tout faire pour faciliter la rencontre, en termes d'horaire, en termes de lieu. Si ça arrange plus que ce soit chez la personne, c'est chez elle. Si c'est mieux le soir, on fait le soir. Si c'est mieux dans un centre, on fait dans un centre. Et ensuite, la responsabilité et l'engagement impliquent que l'équipe qui va être là au début s'engage en fait à mener l'accompagnement. Et va pas dire non, il faut que je voie avec l'hôpital, il faut que je voie avec le docteur. Ils commencent les soins et on leur fait confiance sur la suite des choses.
C'est ce principe aussi qui fait que quand les gens appellent, on va leur dire oui, vous avez appelé au bon endroit, même si ça nous semble un peu plus social ou un peu plus addictologique. Ou on va, dans ce cas-là, organiser la rencontre en invitant un professionnel du secteur concerné, plutôt qu'en disant non, c'est pas le bon numéro, etc. On en vient au cinquième principe. Alors pour ceux qui connaissent la psychiatrie du secteur, c'était un des principes clés, la continuité psychologique. C'est-à-dire que l'équipe qui se présente le premier jour sera la même aussi longtemps que dureront les soins, que ce soit des semaines, des mois ou des années. Et quel que soit le lieu de soins, c'est-à-dire que même si on décide d'une hospitalisation, l'équipe va pouvoir aller rendre visite dans le service et continuer ce dialogue. Donc je fais le lien avec le sixième principe. Pourquoi la même équipe? Parce qu'on estime que le soin, ce n'est pas une affaire d'expert qui établit un diagnostic et prescrit un traitement, mais que dans le domaine des soins psychiques, ce qui va être un remède, c'est que toutes les voix soient entendues. Donc cette idée de polyphonie en fait, c'est que la crise vient exprimer quelque chose, vient faire voilà, émerger des choses qui ont besoin d'être entendues, et donc elles peuvent s'exprimer dans un climat de confiance qui nécessite effectivement une continuité dans le temps, comme si les professionnels devenaient des proches finalement à qui on peut faire confiance. Et c'est cette flexibilité, cette continuité qui va nous permettre de tolérer l'incertitude. Ça, c'est un principe qui est très difficile à mettre en œuvre parce qu'on a beaucoup de peur dans les soins et en psychiatrie et qu'on a tendance à vouloir tout contrôler, maîtriser en planifiant, en disant là, peut-être qu'il va y avoir besoin d'hospitalisation, donc je vais préparer ceci, est-ce que j'amène cela avec moi, et de vouloir tout contrôler en fait. Et donc la tolérance à l'incertitude, c'est de dire, c'est accepter qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe, et c'est ça qui fait que notre écoute va être réelle, à la recherche de qu'est-ce qui se passe pour la personne, qu'est-ce qu'elle ressent, si elle ne sait pas qu'en dire, qu'en disent ses proches, comment ils comprennent ce qui arrive. Et vraiment, ce qu'on recherche, c'est que le réseau arrive à une compréhension partagée de ce qui se passe. Limite, si nous, on ne comprend pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la personne, au sein de sa communauté, elle se sente comprise, et que les personnes qui souffrent aussi autour, quand ils accompagnent, eh ben, arrivent à mieux cerner ce qui se passe et comment ils peuvent aider. Et merci. Donc le cadre de recherche qui est adossé à la pratique de l'open dialogue depuis le début nous a produit quelques résultats. Donc par exemple que 84% des personnes qui ont connu un premier épisode psychotique ont retrouvé une vie sociale active. Et aussi que la réduction du recours aux hospitalisations, aux allocations d'invalidité et aux neuroleptiques, elle reste stable après 19 ans. Il y a toutefois des limites à apporter à ces résultats parce qu'il s'agissait d'études observationnelles. Donc les études observationnelles ont beaucoup plus de biais et les résultats sont moins fiables. C'est aussi un modèle qui est complexe à évaluer. Comme tous les modèles thérapeutiques, en fait, parce que ça dépend aussi de la personnalité des professionnels, ça dépend du degré d'implantation qu'il y a dans les services, il n'est vraiment pas le même partout. Donc voilà, donc c'est assez complexe. Oui, je t'en prie. Oui, juste un commentaire pour illustrer la tolérance à l'incertitude. Ce que vous voyez ici apparaître la question des traitements des neuroleptiques. En fait, dans beaucoup de disciplines, on établit des protocoles, et en psychiatrie aussi, en disant que si survient tel épisode, il faut mettre un traitement pendant tant d'années, etc. Et en fait, le principe de tolérance à l'incertitude veut dire qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, et qu'on reste ouvert à tout moment et à tous les possibles. Et du coup, il apparaissait tellement de ressources pendant ces réunions, ces séances collectives, que la question des traitements ne vient pas du tout systématiquement. Et que du coup, dans cette population, le taux de personnes qui ont des médicaments, notamment au long cours, est extrêmement réduit par rapport à la population généralement suivie en psychiatrie pour les mêmes troubles. Merci. Et donc pour revenir un petit peu là sur l'état de la recherche sur l'open dialogue, donc
voilà, il y a, ce que je disais, voilà, c'est un modèle qui est complexe à évaluer, mais il y a quand même des chercheurs au Royaume-Uni qui ont réussi à limiter le maximum de biais, et donc ils ont lancé une étude randomisée sur un large échantillon, hein, parce qu'ils ont inclus plus de 600 personnes. Et donc on aura les résultats en 2025 ou 2026. Il y a eu un peu de retard à cause de la crise sanitaire, comme dans beaucoup d'endroits. Et il y a aussi une étude européenne de faisabilité qui est en cours pour voir si on peut mener une étude randomisée de plus grande envergure. Et donc elle s'appelle Open Dialogue. Et elle est portée par le Conseil national de recherche italien. Et donc moi, je coordonne les sites français. Ce qui est surprenant, c'est que malgré l'absence de résultats fiables, l'Open Dialogue a émergé à plusieurs endroits du monde, donc énormément en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Et en fait, voilà, ce qu'on se dit, c'est que les gens auraient pu attendre quand même qu'il y ait des résultats, mais que finalement, sans doute, s'ils n'attendent pas, c'est que c'est un modèle qui est humain et inspirant et qui donne envie. Ben, moi, en tant que chercheuse, c'est vrai que j'étais plutôt du camp qui attendait les résultats il y a pas si longtemps que ça. Et finalement, en pratiquant, ça m'a convaincue. Et je me suis dit que tant que les résultats ne sont pas inférieurs au traitement habituel, j'aurais envie de continuer à promouvoir cette approche. Alors en pratique, on va vous dire un petit peu de mots aussi de comment ça fonctionne. Le principal moyen d'intervention de l'Open Dialogue sont des réunions thérapeutiques que nous on appelle des séances. Ces séances, elles consistent à la fois en un dialogue qu'on va susciter entre l'usager et l'usagère, les personnes qui lui sont chères et les deux praticiens, praticiennes Open Dialogue. Et donc, comme je disais tout à l'heure, des échanges réflexifs. Il y a un moment dans la séance, par exemple, Baptiste et moi, on va se tourner l'un vers l'autre et puis on va échanger sur ce qu'on a observé, ce qu'on a entendu, en parlant du réseau social à la troisième personne, pour ne pas leur imposer nos pensées. Puis on va toujours leur redonner la parole. Et voilà, ça fait des allers-retours comme ça, et c'est le processus thérapeutique qui permet de, du coup, recréer du sens dans ce qui est en train de se passer, de mettre des mots aussi sur des expériences qui, pour l'instant, n'en ont pas, parce qu'on considère que la psychose ou les autres troubles psychiatriques aigus sont en fait des blessures ou des traumatismes qui s'expriment de façon atypique parce qu'elles ne parviennent pas à s'exprimer en langage ordinaire. Donc on va aller voilà, tisser un fil, trouver du sens pour que les personnes parviennent à exprimer ce qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Les objectifs de ces séances, donc c'est à la fois, comme je disais, voilà, de réintégrer de la psychothérapie en psychiatrie, mais aussi dans la rue, parce que c'est nécessaire et qu'on l'oublie parfois. C'est de favoriser une compréhension partagée de ce qui est en train de se passer, comme disait Baptiste tout à l'heure, et de permettre des prises de décision communes et le plus horizontales possible pour tout ce qui concerne les interventions médicales, sociales et psychologiques. Donc c'est vrai que ces séances, elles ont un rôle énorme sur le rétablissement et l'empouvoirment des usagers, des usagères. Moi, je le vois là au fil des séances. C'est vrai qu'au début, les personnes n'osent pas spécialement trop dire. Et puis, au bout déjà de quelques séances, on voit qu'elles développent leur esprit critique et puis qu'elles nous disent, bah en fait non, là moi ça m'a pas aidé ce que vous avez dit. Bah non, là moi c'est ça que j'ai envie. Et je trouve ça vraiment génial que, enfin, elles aient l'espace de le faire. Je voulais rajouter un petit mot là-dessus parce que c'est vrai que ces séances-là, de façon très formelle, dans certains contextes comme la rue ou quand sur des personnes qui sont en crise agitées, évidemment qu'on n'est pas, on peut pas les, voilà, se dire ok, là on va s'asseoir autour d'une, enfin pas d'une table d'ailleurs, mais sur des chaises. Bon là ça fonctionne pas, mais par contre la culture dialogique elle perdure dans toute situation. C'est une culture, une pratique qui est tout terrain. Et sont des choses, j'imagine, certains d'entre vous sont familiers et familières, c'est l'écoute active, le dialogue ouvert et horizontal avec toutes les personnes présentes, le fait d'explorer les perspectives multiples sans chercher de consensus, mais de vraiment juste voir, ok, comment les gens vivent les choses,
co-construire du sens ensemble, et comme je vous disais, être avec, toujours être avec. Et ça, on peut le pratiquer en tout terrain. Je rajoute une chose, c'est une notion qui m'avait bien parlé en formation d'Open Dialogue, c'est la distinction entre être dialogique et être monologique, parce que finalement, quand on se dit bon, le dialogue, c'est ce qu'on fait, mais en fait, on est monologique quand on se situe dans le savoir et que du coup, on va dire voilà, vous avez ça, vous avez besoin de ça, là, il faut aller à l'hôpital. Là, il y a besoin de prendre des médicaments. Là, maintenant, il faut s'arrêter. Il faut, vous voyez, quand on estime qu'on sait, on est monologique. Quand par contre, on a conscience qu'on ne sait pas et que du coup, on est prêt à être remis en question, quand on s'exprime en acceptant d'être toujours, de pouvoir être contredit, en disant voilà, j'ai cette impression, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout quand on parle de ses sentiments et qu'on affirme sa subjectivité en disant ce qui nous touche, ce qui nous inquiète, plus qu'au nom d'un savoir que en fait on n'a pas vraiment, quoi. Merci beaucoup. Donc là, voilà, je voulais vous faire aussi un petit retour d'expérience de ce qui se passe à Marseille. Il y a donc plusieurs équipes qui sont formées à l'Open Dialogue. Le lieu de répit, c'est un lieu d'accueil de crise, pardon. Donc c'est une alternative à l'hospitalisation pour les personnes qui sont en crise aiguë. C'est un lieu d'habitation, entre guillemets. Il y a 10 chambres dans le centre de Marseille. Et donc l'équipe, ce n'est pas une équipe soignante, c'est une équipe composée de travailleurs pairs et de professionnels du social plutôt. Mais voilà, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin, donc c'est assez particulier. Et voilà, ils accueillent la crise. On a aussi donc l'équipe mobile psychiatrie précarité. C'est d'ailleurs cette équipe qui est allée un peu chercher l'Open Dialogue au tout début. Bon, là, ça remonte déjà, c'était en 2015. Ils ont découvert l'Open Dialogue. Ils ont fait des voyages d'études. Et voilà, ils ont décidé du coup de l'implanter. Donc ça a pris quelques années. Et puis, ils ont réussi à mettre en place une formation sur l'APHM, donc assistance publique hôpitaux de Marseille. Dont 3 services sont formés. Donc voilà, l'équipe mobile psychiatrie précarité qui s'appelle Mars, une équipe mobile de crise Ulysse qui fait de l'alternative à l'hospitalisation en intervenant à domicile tous les jours. Et l'IF, c'est un ancien hôpital de jour qui a été restructuré et qui accompagne les personnes vers le milieu ordinaire pour tout ce qui est loisirs, sport, et qui pratique l'Open Dialogue du coup. Donc c'est assez surprenant, mais ça se passe bien. Et là, depuis quelques mois, j'accompagne le centre hospitalier Édouard Toulouse, qui est un établissement public spécialisé en santé mentale, à se restructurer selon l'Open Dialogue. Donc là, on a lancé les 2 premières équipes mobiles et on en aura une 3e en 2024 de façon à couvrir l'ensemble du territoire dont voilà, Édouard Toulouse a la responsabilité parce qu'il couvre du coup 6 secteurs sur Marseille. C'est une première en France, donc là on a beaucoup d'espoir de voir l'Open Dialogue qui s'implante aussi largement sur un hôpital. Et il y a également donc la recherche-action Audamars que je coordonne et qui a pour mission de documenter l'implantation de l'Open Dialogue donc à Marseille et la modélisation d'un Open Dialogue qui sera adapté au contexte français parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas calquer précis. Enfin voilà, de la même façon qu'en Finlande, comme vous disait Baptiste là-bas, c'est la même équipe qui prend en charge les personnes tout au long de leur parcours. Nous, bien que c'était la volonté du secteur psychiatrique, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça parce que les équipes, elles sont spécialisées. Il y a des équipes de crise, que ce soit en intra-hospitalier ou des équipes mobiles. Et puis, il y a les équipes pour la post-crise ou en dehors de la crise. Donc, quand bien même les personnes peuvent retrouver leur psychiatre ou parfois leur psychologue aussi, entre les 2 services, le reste de l'équipe, elle change complètement. Donc,
du coup, voilà, donc nous, on fait des expérimentations. Sur Édouard Toulouse, donc on forme les équipes mobiles et certains agents des CMP pour voir un peu, voilà, on expérimente et le tout encadré par la recherche-action. Et pour finir, quelques perspectives à Brest. Je te rends la parole, Baptiste. Alors à Brest, quelques professionnels formés, tout petit peu, et un réseau donc, qui se constitue en fait grâce à des usagers, des aidants, beaucoup de membres de famille et des professionnels. Donc ce qu'on a appelé le collectif Dialogue ouvert en Finistère, qui a son petit stand aujourd'hui, et dont le but est déjà de faire connaître l'approche grâce à des conférences et grâce à des moments de pratique aussi en fait, qui ont lieu tous les mois. Et puis grâce à l'organisation d'une formation bientôt en septembre à Brest, du 15 au 17 septembre. Et puis la très bonne nouvelle pour nous, c'est que Saphir revient dans le Finistère et que du coup il y a des perspectives, parce que son métier c'est d'accompagner les hôpitaux dans la mise en place de ces approches humaines. Et du coup l'association Just, Justice et Union pour la transformation sociale, on pourrait développer une antenne dans le coin. Oui, c'est ça, on a le projet parce qu'on est deux de l'association Just à arriver ou revenir dans le Finistère, donc moi-même et le docteur Charlotte Lenoir qui est psychiatre et qui est mon binôme sur Marseille pour développer l'open dialogue. Donc du coup c'est probable qu'il y ait des conséquences de notre déplacement sur le Finistère. Voilà, et en tout cas qu'on développe des projets avec les acteurs locaux qui le souhaiteront. Et merci à vous pour votre attention. On a je ne sais pas combien de temps on a, mais en tout cas, il y a du temps pour des questions-réponses. Je vois qu'il y a une personne qui lève la main là-bas. – Franchement, merci beaucoup pour votre intervention et de nous redonner de l'espoir sur la question de la psychiatrie. Moi, je travaille dans une équipe de professionnels de ville et donc j'ai deux questions. En fait, la première question, c'est vous parlez de formation, d'intervention de professionnels dans la démarche réflexive et tout ça. Est-ce que ces formations sont accessibles à... C'est du pluripro ou est-ce que c'est des formations de psychiatres ou de psychologues? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quid de la ville? Dire que la psychiatrie en crise à l'hôpital. Et en fait, dans les équipes de ville, il y a vraiment des prises en charge et des besoins très importants. Est-ce qu'on a des exemples? J'ai bien compris qu'en France, sur Marseille, c'est plutôt en milieu hospitalier, sauf avec le repère, là, le lieu de répit. Est-ce qu'on a des exemples dans d'autres pays où cette démarche s'est déclinée en ville? Juste une question. Quand vous dites en ville, ça veut dire dans le privé ou en ambulatoire? Parce que c'est... alors privé libéral, je ne sais pas comment on doit dire, dans les maisons de santé, dans la médecine de premier recours, dans les soins primaires. Oui. D'accord. En tout cas, sur cette question, non, nous, c'est vrai qu'on le développe uniquement dans le service public, à part le lieu de répit qui est porté par l'association Just, mais donc qui est du privé public, parce que l'accueil est gratuit et financé par l'Agence régionale de santé, mais en tout cas, non, pour l'instant, je n'ai pas de retour, mais ce serait intéressant de voir. Et après, sur la question de la formation, l'ensemble des équipes sont formées à l'Open Dialogue. Là, on est même en train de voir si on peut également former les secrétaires. Donc voilà, c'est vraiment... Et ce sont des équipes pluridisciplinaires, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, donc composées de psychiatres... psychologue, infirmier en pratique avancée, éducateur spécialisé, médiateur de santé père, secrétaire et cadre de santé. Je crois que j'oublie personne. Concernant la formation à Brest, donc ce sera une initiation de 3 jours et elle est ouverte aux usagers, aux proches et aux professionnels.
donc à tout le monde en fait. Moi, je voulais témoigner de l'énorme richesse qu'avait été ma participation à la formation Open Dialogue, parce que après 10 ans d'études, c'était la première fois que j'étais côte à côte avec des personnes qui avaient traversé des crises psychiatriques, qui avaient connu des grands délires, qui avaient été hospitalisés, qui avaient été en isolement, en contention, et qui étaient à la même place que moi, qui avaient, leurs paroles n'avaient pas moins d'importance que la mienne. Il y avait aussi des familles, et on était là tous pour partager et apprendre une nouvelle pratique. Donc ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, mais waouh, il a fallu que j'attende 10 ans et que j'aille en Suisse pour être à côté de personnes concernées et apprendre de leur expérience. Et du coup, je suis persuadé que c'est vraiment indispensable que tout le monde puisse participer à ces formations. Après, il y a des aspects, bien sûr, qui sont spécifiques au milieu professionnel, mais les concepts de base, je crois que c'est important qu'on les partage avec tous ceux qui ont envie. D'autres questions ? On passe le micro parce que c'est enregistré. Oui, pour votre formation du 15 au 17 septembre, par quel biais les inscriptions se font? Où est-ce qu'on peut voir cette annonce de formation? Voilà. Merci. L'info officielle n'est pas encore passée parce qu'il y a un doute sur le lieu. Il y a 2 lieux possibles. Donc le mieux pour l'instant, c'est de venir au stand numéro 12 et puis de laisser votre mail, ou bien de prendre le mail Dialogue Ouvert 29 pour qu'on vous communique les informations au plus vite. Mais l'info officielle n'est pas passée. Après, par quel biais elle circulera, je ne sais pas. Ça sera assez informel aussi. Donc n'hésitez pas à venir donner votre adresse ou de la structure où vous travaillez, ou bien de vous-même si vous souhaitez être contacté pour ça. Il y a 40 places. Voilà. Il y avait quelqu'un d'autre ? Tout au fond. Plus proche d'abord. Quelles sont les bases de financement dont vous avez bénéficié? Vous parliez de recherche-action, etc. Alors j'ai bien compris que le lieu de répit, a priori, c'était associatif. Vous parliez de structures hospitalières, donc j'imagine que c'est des financements RS. Mais voilà, qu'est-ce qui chapeaute tout ça et comment c'est payé? Alors, ça dépend des projets. La recherche-action Audamars, elle est cofinancée par la Fondation de France et l'Agence régionale de santé. Les équipes mobiles, là qu'on qu'on vient de monter sur Édouard Toulouse, c'est pareil, c'est Fondation de France, Agence régionale de santé, et puis sur les crédits hospitaliers, hein, parce que c'est eux qui ont recruté l'ensemble du personnel, à part les médiateurs de santé pairs, que c'est nous qui mettons à disposition. Et voilà. Et APHM, c'est les crédits hospitaliers uniquement. Bonjour. Du coup, moi j'ai 2 questions. La première, quelles sont les similitudes ou les différences avec l'approche systémique? Et puis sur le côté mobile, moi je suis partie de l'équipe mobile santé précarité à Brest. Est-ce que dans le mobile, on va entendre des patients qui sont déjà passés par l'hôpital et vers lesquels on va aller avec cette approche, ou alors aussi des gens qui sont loin du soin? Alors, j'aurais besoin que vous répétiez la deuxième question, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit claire pour moi. Ouais. La deuxième, c'est les équipes mobiles que vous formez, à les former ou mettre en place avec l'hôpital. Est-ce que c'est pour aller vers des personnes qui sont déjà connues comme patients de l'hôpital ou par des passages aux urgences, ou est-ce que ça sera vraiment des personnes de la rue ou en grande précarité, pas nécessairement connues de l'hôpital? Ok. Alors, je vais répondre à celle-ci en premier. En fait, on a de tout à Marseille, parce qu'on a vraiment différents types d'équipes mobiles. Les équipes, ce qu'on appelle les équipes mobiles de crise, elles interviennent sur les situations de crise, mais là, pour le coup, ça peut être des personnes qui sont connues de l'hôpital ou des personnes qu'on ne connaît pas. Les personnes qui peuvent appeler l'équipe mobile sont les personnes en crise, leurs aidants ou d'autres professionnels. Donc voilà, ça dépend. Et pour l'équipe mobile de psychiatrie précarité, c'est souvent des signalements, mais c'est pareil, ça peut être des personnes du coup qui sont déjà connues de la PHM ou des nouvelles personnes. Voilà, donc c'est vrai que c'est tout.
Et pour la question, en fait, l'open dialogue est issu des thérapies familiales et systémiques. Donc c'est une des évolutions. Enfin, après, il y a quelques différences. La différence fondamentale que je verrais là comme ça, c'est que en systémie, du coup, on considère l'accent il est mis sur le système social. Et en open dialogue, on va déplacer un peu cet accent pour le mettre sur le langage, sur le dialogue qui se passe au sein du système, en considérant qu'en fait que le langage construit la réalité et du coup va avoir un impact finalement sur le système. Mais nous, on se focalise plus sur le langage. Voilà, mais après, c'est des petites variantes, comme il y en a déjà beaucoup dans les approches systémiques, elles sont plurielles déjà. Ouais. Et je rajoute, tu l'as dit tout à l'heure, mais au niveau de la posture, que le soignant... Alors il y a beaucoup aussi de courants dans les thérapies systémiques et familiales, mais il y a cette idée quand même d'évaluer un petit peu le système, de se dire ça c'est une famille plutôt de tel type, et voilà quel type de correction ou d'intervention il faudrait faire. Donc on part comme du principe qu'il y a une sorte de dysfonctionnement à corriger. Donc voilà, c'est peut-être caricatural. Là où Open Dialogue va considérer que le simple fait de permettre aux gens de parler ensemble, ça modifie déjà le système, mais dans une direction que nous, on n'a pas à choisir. Et donc on offre cet espace pour que le dialogue se fasse et bien sûr les choses bougent, quoi. Et je vais rajouter une petite chose en même temps que je marche vers le prochain... la prochaine personne qui a une question, c'est que moi, ce que je trouve très original avec l'Open Dialogue, c'est qu'on peut... Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas se soigner et leurs familles ou leurs proches sont vraiment démunis et appellent et on leur dit qu'on peut rien faire tant qu'il n'y a pas une catastrophe. Et en fait, dans les équipes Open Dialogue, on accepte d'accompagner une famille, même si la personne ne souhaite pas consulter, parce que le dialogue est centré sur les émotions, sur l'expérience des personnes. Et donc elles ne vont pas aller dire, voilà, mon fils il a ci, il a ça, mais on va leur demander qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle ressent, depuis quand, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. Avec cette vision systémique, effectivement, que le simple fait de parler de soi, de ce qui ne va pas, va changer aussi la nature des liens avec la personne et peut-être faire déjà bouger un petit peu les choses. Je vous passe la parole, monsieur. Merci pour cette présentation. Pierre Froid, médecin généraliste à Rennes. Ça fait souffler un petit vent de fraîcheur, c'est agréable. Je voulais vous poser la question du lien avec la médecine de ville. On voit je pense, énormément de patients qui sont étiquetés d'une maladie psychiatrique en médecine de ville. Et certains sont en partie suivis dans les structures psychiatriques, d'autres pas. Et puis il y a toute une psychiatrie aussi, on va dire à bas seuil, qui est peut-être moins concernée par l'Open Dialogue. Mais j'ai été surpris de la similitude des 7 points que vous avez cités avec les pratiques de la médecine générale. Aide immédiate, perspective sociale, flexibilité, etc. etc. J'ai eu l'impression de lire vraiment quelque chose qui se rapportait à la médecine générale. Donc je voulais savoir s'il y avait déjà des expériences décloisonnées entre le secteur psychiatrique, hospitalier ou ambulatoire et la médecine de ville, et s'il y avait des perspectives de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors ça, oui, en tout cas les équipes mobiles de crise, nous on travaille énormément avec la médecine de ville et les maisons de santé. C'est à la fois pour faire de l'intervention précoce, pour pouvoir... peuvent nous adresser des personnes, mais aussi pour la continuité des soins. Parce que nous, avec les équipes mobiles de crise, on intervient vraiment sur de la crise aiguë et on se retire au bout de 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend des situations, mais du coup, en faisant le lien, donc voilà, avec la médecine de ville, que ce soit somatique ou psychiatrique. Et juste oui, pour ajouter, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, vraiment, l'Open Dialogue, c'est un modèle de soins intégré, hein, donc ça implique de coordonner aussi les acteurs, de mettre en réseau. Quand les séances thérapeutiques, par exemple, on va inviter
le médecin de ville, le psychiatre libéral, un infirmier libéral qui passe le soir pour les traitements. Enfin, du coup, on invite ces personnes, si la personne, si c'est cohérent pour la personne, pour certaines séances, pour faire le lien et que la crise, le soin, tout soit organisé en réseau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et aussi, alors vous avez vu cet aspect assez original du dialogue ouvert qui est cette pratique réflexive, c'est-à-dire le moment où les soignants se tournent l'un vers l'autre pour dire ce qu'ils ont ressenti, quelles sont leurs idées, avant de redonner la parole aux autres. En fait, il y a ce principe dans l'open dialogue de ne pas parler des personnes en leur absence, en fait, tout simplement. Ni des familles, ni des soignants. Et du coup, comment on fait quand on veut communiquer au médecin traitant ce qui s'est passé et tout? Donc, une petite chose toute simple qu'on peut faire, c'est on appelle ensemble avec la personne, le médecin traitant, pour dialoguer. Et puis, s'il y a vraiment besoin on organise une rencontre avec le médecin traitant ou avec la psychologue mais on essaie de faire comme ça. Mais ce qui demande un peu de changer les pratiques parce que ça demande du temps effectivement de faire ces entretiens conjoints. Oui, et puis quand même je rajouterais parce que en pratique c'est quand même assez plus complexe. Là, cette idée de pas parler des personnes en leur absence, moi, elle me séduisait beaucoup au début, mais en fait, on se rend compte quand même sur des situations de crise psychotique aiguë, c'est difficile à maintenir cette chose-là. Mais par contre, en fait, c'est du coup nous où on en est aujourd'hui à Marseille, c'est plutôt en fait comment on parle des personnes. Et donc, on va toujours leur dire ce qu'on va dire aux autres, leur demander leur accord dès que c'est possible. Et puis, on va parler d'elles de la façon dont on aimerait qu'on parle de nous. Donc ça change déjà beaucoup de choses. Et on va essayer le plus possible de se limiter à des transmissions pour l'organisation. Voilà, et de ne pas déblatérer sur de la clinique en son absence. Ça, par contre, non. En fait, ce principe, il est très lié à celui de continuité psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le temps la même équipe qui est là. Elle n'a pas besoin de faire plus de transmission que ça. Mais effectivement, dans un système de santé qui est le nôtre, et notamment en psychiatrie, où il y a des tonnes d'équipes et tout, c'est compliqué. Mais c'est vraiment cette continuité qui rend ça possible, en fait. On n'a rien à... Ils écrivent, devant on pose cette question, qu'est-ce que vous écrivez comme transmission et tout. On estime qu'ils écrivent seulement les décisions qui sont prises, mais finalement ce que livre la personne, voilà, c'est dans ce moment-là, c'est donné dans un contexte, c'est pas partagé pour être écrit dans un dossier qu'elle a vécu ça tel jour et tout. On estime qu'elle nous l'a livré à nous et pas à un autre, donc on ne va pas aller le répéter à quelqu'un d'autre, effectivement. Il y avait une autre question devant. Est-ce que c'est bon ? Ah oui, voilà, j'étais pas sûre si c'était allumé. Oui, donc j'ai plusieurs questions au final, mais là je vais commencer par ma première qui était, je vois que la recherche est beaucoup faite par rapport aux troubles psychotiques, et est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite aussi par rapport à d'autres troubles psychiatriques, je pense à troubles personnalité limite, troubles de l'humeur, des choses comme ça. Et aussi, ma deuxième question c'était, est-ce qu'il y a des perspectives aussi avec la déficience intellectuelle, par exemple les troubles développementaux. Moi je suis éducatrice en comportement et troubles du développement, et je pense quand vous dites par exemple le fait de parler en face de la personne, de faire seulement les communications interprofessionnelles avec la personne, j'ai plein de clients et de patients qui auraient pu bénéficier de ça, qui sont anxieux, presque paranoïaques, qui ont peur qu'on dise des choses dans leur dos, et là je me dis super, mais c'est vrai que dans un contexte de déficience intellectuelle, par exemple, il y a une adaptation du langage qui doit être faite. Est-ce que ça peut être fait dans l'open dialogue aussi ? Alors, en tout cas, sur la première question, c'est vrai que l'open dialogue, ça a été développé pour les troubles psychotiques, mais aujourd'hui, on pratique l'open dialogue avec tout type de troubles psychiatriques. Voilà, c'est un modèle, que ce soit dans la recherche ou sur le terrain. Par contre, j'ai pas connaissance d'adaptation qui aurait été faite dans ce contexte-là, mais après, je sais que l'open dialogue là se déploie un peu dans différents contextes. Par exemple, là, dernièrement, j'ai été contactée par un professionnel de l'ASE, donc là, qui s'intéressait à l'open dialogue dans ce contexte-là. Donc à voir. Après, peut-être il y a des choses, et puis aussi peut-être ailleurs qu'en France. Ça, je ne sais pas, mais c'est pareil aussi, l'open dialogue, à la base, c'était pas développé pour la précarité. En Finlande, il y a très peu de gens qui vivent à la rue, tout simplement parce qu'ils mourraient s'ils vivaient, parce que les
les mois d'hiver il y a des mètres de neige, donc on ne peut pas survivre. Donc c'est pas du tout le même contexte à Marseille. Je sais pas, pour les personnes qui y sont allées, on est dans une extrême précarité. Donc voilà, c'est peut-être qu'un jour, peut-être que c'est déjà le cas, mais voilà, je connais pas tout. Je ne sais pas combien de temps on a, je pense qu'on arrive vers la fin. Je vois qu'il y a une autre question là-bas. Peut-être en guise de pré-conclusion, vous dire que moi je ne vois pas l'open dialogue comme une thérapie miracle à tous les troubles et tous les problèmes, mais plus comme un cadre vraiment humain pour aborder les difficultés psychiques et qui permet d'être vraiment intégratif, dans le sens où souvent les personnes elles sont suivies par ces réunions de famille, mais elles ont en parallèle aussi un suivi individualisé ou d'autres programmes de psychoéducation ou autre, mais c'est plus comme un cadre éthique qui garantit que vraiment les droits de la personne soient respectés le plus possible, que sa parole à elle soit exprimée. Et voilà, je vous invite à le penser éventuellement plus comme un cadre éthique pour penser les soins comme une pratique miraculeuse. Ouais. Dernière question, du coup, on va prendre. Merci. Par rapport à l'open dialogue, au niveau de l'état psychique, est-ce que ça nécessite quand même un certain insight ou une connaissance de ce que la personne souffre pour permettre justement ce climat d'échange et d'entendre les choses? Et est-ce que la limite, des fois, va se faire avec l'avancement par rapport à la pathologie de la personne, sur s'il ne reconnaît ni les troubles ou certains éléments? Est-ce que ça complique pas certains soins ou certains échanges auprès de la personne? C'est vrai que dans nos aspects actuellement de soins, c'est complexe en tant que soignant de se retourner, de discuter entre nous devant le patient, surtout sur certains éléments cliniques ou de ressenti, alors sans jugement de notre part. Mais effectivement, c'est une approche qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et vous, quel est justement ce retour d'expérience et sur justement ces limites sur ça? Eh bien, nous, notre expérience, c'est que tant que c'est bien expliqué dès le début, c'est possible de parler des personnes devant elles. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ne pas l'expliquer, parce que là, du coup, c'est très mal vécu. Si on se met d'un coup à parler à la troisième personne, voilà, il peut y avoir des réactions, ce qui est normal. Mais voilà, quand on explique en fait que voilà, nous, on a besoin d'échanger, qu'on les invite à écouter, qu'on le fait pour éviter d'échanger en leur absence, voilà, en général, c'est bien pris que les personnes aient conscience de leurs troubles ou non, parce que ça les intéresse quand même ce qu'on pense d'elles, souvent. Enfin, en tout cas, elles sont curieuses. Et après, c'est à l'inverse, je dirais que c'est le fait de pouvoir profiter de ce processus réflexif qui va faire que les personnes vont développer leur conscience de ce qu'elles sont en train de vivre et leur capacité, du coup, à participer en fait à leurs soins. Je vais apporter ma réponse aussi par rapport aux personnes qui auraient peu d'insight, donc peu de conscience de leurs troubles. Moi, je trouve justement que c'est avec ces personnes-là peut-être que l'approche est la plus pertinente, parce qu'en fait, beaucoup de gens n'ont pas de demande de soins, mais ils ont des choses à exprimer et qu'on jugerait parfois délirantes ou qu'on n'y comprend rien. Mais quand on les écoute véritablement, ils le sentent. Et cette écoute-là les touche. Quand on partage ensuite que nous-mêmes, on a été touchés en termes d'émotions, voilà, quand on leur dit à quel point ça nous touche, cette détermination qu'ils ont à, je sais pas, faire connaître leur invention au monde entier. Enfin, le fait de se sentir véritablement écouté est essentiel. Et au final, ils y trouvent quelque chose qu'ils n'avaient pas trouvé avant. Enfin, voilà, je parle dans certaines situations, hein, et qui fait que ils sont plutôt désireux de poursuivre en fait l'échange. Là où une approche type diagnostic, annonce du diagnostic et mise en place d'un programme ou d'un traitement en lien avec le diagnostic n'aurait pas donné parce que trop stigmatisant, trop
trop contraignante. Moi, je dirais que c'est une approche qui est un peu déstigmatisante, parce qu'on explore avec les gens en quoi leurs réactions psychiques intenses sont finalement adaptées à un contexte donné, adaptées à une vie donnée, en quoi elles sont normales presque. Et parfois, j'aime bien dire que mon métier, c'est d'explorer avec les gens en quoi ils sont pas fous, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Pour compléter, c'est l'open dialogue, on est beaucoup sur l'idée de dépathologiser et de pas considérer les symptômes, mais vraiment les mots, les histoires que nous amènent les personnes. Du coup, quelqu'un qui est dans le déni, c'est vrai que c'est plus facile, parce que quand on va avoir un échange réflexif, en fait, on va pas avoir un échange clinique, on va revenir sur les mots, de ce qu'a dit la personne, on va pas, voilà. Et du coup, la personne, elle va à son rythme. Mais on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. Donc on peut continuer au stand aussi pour les questions et continuer de se rencontrer et d'échanger. Voilà.